accepté de faire des lectures pour nous à l'antenne. Avec plaisir. Et on t'en remercie parce que t'as un peu attrapé froid, je crois, donc c'est très sympathique. Donc voilà, je cale juste un petit morceau et puis ensuite on va... donc là, ce que tu vas lire de Sex Connection, c'est plutôt le début, des passages choisis. Donc là, je vais, tout au long de la soirée, je vais lire l'intégralité de ce que je lis sur les dates où j'ai fait des lectures donc, pour présenter le livre. Et donc là, le premier passage sera le prologue, en fait, donc les premières pages du bouquin. D'accord, très bien. Très bien, ben on va se laisser porter par tout ça. Merci, et à tout de suite. Paul Gardère et Jean-Louis Antoniazzi travaillent ensemble pour la 3e fois. Paul est âgé de 37 ans. Il est marié. Il a une fille de 13 ans et un garçon de 7. Il a passé 6 ans en prison pour avoir attaqué un fourgon blindé en association avec 2 autres malfaiteurs. Il est sorti il y a 1 an. Il a besoin d'argent parce qu'il ne veut pas bosser toute sa vie comme un con, en tout cas c'est ce qu'il dit. Jean-Louis est âgé de 34 ans. Il est recherché pour le meurtre commis il y a 2 ans d'une femme de 73 ans qu'il a étranglée avec du fil de fer avant de cambrioler son appartement. Il est divorcé, il n'a pas d'enfant, il a besoin d'argent pour quitter la France. Tous deux pensent qu'après encore 3 ou 4 boulots dans ce genre, ils pourront se retirer. La nuit est claire. On distingue très nettement les étoiles. La température est proche de 0 degré. L'air est sec. La voiture est une Laguna de location immatriculée en Belgique. Elle est garée à l'écart de la route, sur un petit chemin de terre qui serpente au milieu d'une vaste étendue herbeuse, désolée et parsemée d'arbres dont on distingue les silhouettes. Le moteur éteint cliquette dans le froid. Il n'y a aucune lumière sur des kilomètres. Le conducteur de la Laguna a éteint les phares à quelques minutes avant de s'engager sur le chemin de terre. L'unique maison visible se situe à 200 mètres au bout du chemin. Sa masse noire se détache nettement sur le bleu nuit du ciel. Paul est assis à la place du passager. Il raccroche son portable. Il se tourne vers son complice qui occupe la place du conducteur. Leurs blousons sont fermés et les cols sont relevés. Ils sortent de la voiture puis la contournent. L'herbe crisse légèrement sous leurs pas. Ils ouvrent le coffre. Il contient un certain nombre d'armes. Paul choisit un Colt Taurus. Jean-Louis prend un Beretta 92S. C'est l'arme de la gendarmerie française, ça le fait sourire. Ils en vérifient le bon fonctionnement et les rangent dans les poches de leurs blousons. Ensuite, ils attrapent chacun une cagoule et une paire de gants qu'ils fourrent dans d'autres poches. Jean-Louis accroche à son épaule un sac Eastpak qui contient un objet d'environ 3 kilos. Il est 2 heures du matin. Les 2 tueurs ferment le coffre, enclenchent la fermeture centralisée et l'alarme et s'engagent sans rien dire sur le chemin. Leur respiration produit de la fumée blanche. Ils marchent rapidement en faisant craquer la croûte de terre gelée qui couvre le chemin. Ils arrivent à une dizaine de mètres de la maison. Ils stoppent. C'est une maison à étages pourvue d'un toit pentu. Il abrite sans doute un vaste grenier. Ils considèrent la façade pendant quelques instants, puis font le tour de la bâtisse. Tous les volets sont fermés. Il n'y a pas de porte de derrière. Aucune lumière ne filtre, il n'y a pas de garage. Une Twingo couleur verre d'eau est garée derrière la maison. Bon, on met les gants et la cagoule, dit Paul. Il s'approche de la porte. Paul sort son arme. Jean-Louis sort un rossignol de la poche de son jean, s'agenouille et attaque la serrure. Il ne semble gêné ni par l'obscurité, ni par le froid, ni par les gants. Au bout d'une trentaine de secondes, on entend un cliquetis discret. Il abaisse la poignée, la porte s'ouvre en produisant un bref grincement. Aucune alarme sonore, ni aucun témoin lumineux. Jean-Louis sort également son arme. Ils entrent dans la pièce principale, ils n'y voient presque rien. Jean-Louis ouvre une poche latérale du sac Eastpak et en tire une lampe torche. Il l'attend à son complice. Paul balaye rapidement les lieux. Il découvre un grand séjour, meublé d'une table en bois d'aspect campagnard et 6 chaises plus modernes, un vaisselier, un meuble télé et vidéo, un ordinateur installé dans un coin sur une planche soutenue par 2 tréteaux,
un canapé en cuir craquelé, une bibliothèque Ikea et une table basse en verre et acier. Le sol est constitué de lattes de bois brut. Il est en partie recouvert d'un tapis rouge sombre aux motifs orientaux. Les murs sont peints en blanc et décorés çà et là d'affiches de films. Jean-Louis reconnaît celle de Ring. Il y a une porte entrebâillée qui donne sur ce qui semble être une cuisine et une porte fermée, avec cloué dessus une plaque en métal représentant une publicité ancienne pour du savon qui ouvre sûrement sur la salle de bain et un escalier qui monte à l'étage. Il vit seul dans ce grand truc, chuchote Jean-Louis. Ils vont rapidement contrôler la salle de bain puis la cuisine sans se séparer. Les pièces sont sans surprise. Leur contenu et leur agencement confirment que la cible vit seule dans cette grande baraque meublée n'importe comment. Ils échangent un regard indéchiffrable, puis se dirigent vers l'escalier. Paul règle la lampe torche de manière à obtenir un faisceau plus concentré et monte en premier. L'escalier débouche sur un couloir au sol recouvert d'une moquette rêche et brune. Au bout, une échelle plaquée contre le mur mène à la trappe du grenier. À gauche, il y a 2 portes. La plus proche des tueurs est entrebâillée et l'autre est fermée. À droite, 2 portes également, fermées toutes les 2. La porte entrebâillée donne sur des toilettes. Jean-Louis va se poster au bout du couloir. Il s'adosse à l'échelle et surveille. Paul se dirige vers la deuxième porte de gauche. Il éteint la lampe. Il actionne la poignée en s'efforçant de faire le moindre bruit possible. Il pousse la porte, il n'entend rien. Il ouvre plus grand et donne un peu de lumière. C'est une chambre inoccupée. Des housses de plastique reflètent le faisceau et recouvrent le lit et tous les autres meubles. De la tête, il fait inutilement signe que non à son complice, puis se dirige vers la première porte de droite. C'est celle qui est la plus proche de l'escalier. Il éteint de rechef sa lampe et entrouvre la porte avec le même soin. Il entend la respiration lourde de quelqu'un qui dort. Il s'immobilise. Il fait signe à Jean-Louis de le rejoindre. Ils se tiennent tous les deux sur le seuil de la chambre et dans le noir. À l'intérieur, l'homme dort, ou bien fait semblant de façon très convaincante. Paul fait un pas dans la chambre. La texture du sol est similaire à celle du couloir. Avec prudence, il progresse et longe le mur en direction de la droite. Il parcourt une distance d'environ 1 mètre. Jean-Louis reste sur le seuil. Il dirige son arme vers le sol. Paul allume la lampe torche dans la direction d'où provient la respiration. L'homme se réveille en poussant un cri étouffé. Avec le faisceau de la lampe, Paul vise le visage. L'homme crie encore et se dégage de la couette. Il se jette sur la table de nuit. « Non !» fait Jean-Louis en le mettant en joue. L'homme prend conscience qu'ils sont 2 et stoppe son geste. Il plisse les yeux à cause de la lumière. Il regarde l'un et puis l'autre. Les cagoules, les flingues. Son visage s'affaisse. Il paraît totalement réveillé. Il paraît également dominé par la peur. Paul ne le quitte pas des yeux. Il tâtonne pour trouver l'interrupteur, puis une fois trouvé, il appuie dessus. Blessé par la lumière, l'homme cligne des yeux. « Lève les mains et sors lentement du lit, dit Paul. » L'homme obéit sans rien dire, il est à poil. « Maintenant mets-toi à genoux, continue le tueur, garde les bras levés. » L'homme obéit, il manque se casser la gueule. « Face contre terre, garde les jambes repliées et mets les mains dans le dos. » L'homme évoque un instant un musulman qui entamerait la prière. Ensuite, il ressemble plutôt à un criminel de film américain au moment de l'arrestation. Paul s'approche de l'homme et dirige le canon de son arme vers la tête. Jean-Louis pénètre dans la chambre. Il contourne l'homme et va ouvrir le tiroir de la table de nuit. Il contient un 9 mm automatique chargé. La sécurité est mise. Il le prend. Il le range dans son blouson. « T'aurais pas été bien loin avec ça, du con, dit-il. Si vous voulez du pognon, on peut s'arranger, dit l'homme d'une voix rapide et altérée par la terreur. J'en ai. Je sais qui vous envoie. Dites-moi combien il vous a payé et je... Paul tire. L'importante détonation couvre la dernière syllabe prononcée par l'homme. La balle entre dans sa boîte crânienne, juste au-dessus de l'oreille, la traverse, ressort de l'autre côté en éclatant l'os temporal, laisse un trou sanglant et encombré d'environ 6 cm de diamètre, poursuit sa course, traverse la moquette et se perd dans le sol. Une importante quantité de sang noir et de matière, constituée de fragments osseux, cerveau et peau, est dispersée en cône autour du point de sortie, sur une distance de presque 50 cm. L'homme demeure un instant immobile puis tombe sur le côté. Tous ses muscles ont cessé de fonctionner.
Sa vessie et ses sphincters se relâchent au même instant et libèrent une faible quantité de déchets. Une odeur mêlée de merde, de sang et de poudre se répand dans la pièce.